Si vous étiez coincé dans une apocalypse où le moindre bruit pouvait signifier une mort certaine, que feriez-vous? Après avoir survécu pendant plus d'1 an tout en étant traqué par des créatures ultra agressives tout droit sorties de vos pires cauchemars, cette famille va devoir voyager dans le monde extérieur pour la première fois. Et elle va découvrir à ses dépens que les extraterrestres assoiffés de sang ne sont pas la seule menace. Je vais vous expliquer les erreurs commises, ce que vous devriez faire et comment battre les machines de la mort extraterrestres dans Sans un bruit de... C'est une matinée ensoleillée dans la paisible ville de Millbrook dans l'état de New York. Et la famille Abbott s'installe pour regarder le grand match de baseball de leur fils aîné Marcus. Le père, Lee, s'est installé sur les gradins à côté de sa fille sourde Regan et de leur voisin Emmett, tandis que sa femme Evelyn et leur plus jeune fils Beau sont occupés à jouer ensemble sur les balançoires. Ils écoutent le match des Red Sox en direct sur la radio d'Emmett, quand la retransmission s'interrompt pour une raison inconnue. Tout à coup, tout le monde dans la foule devient complètement silencieux, et ils remarquent un objet important semblable à une météorite qui tombe du ciel au loin. Lee est le premier à réagir. Il attrape rapidement sa fille et convient de retrouver le reste de la famille à la maison. Sur le chemin vers son pick-up, Lee remarque un des policiers de la ville en train de se garer devant la pharmacie, et il va à sa rencontre pour aller lui demander ce qui se passe. Tout à coup, une étrange créature extraterrestre s'écrase sur la voiture de l'officier, et Lee sprinte immédiatement vers son pick-up. Mais il n'arrive pas à le faire démarrer. Au même moment, Evelyn et les garçons sont tout à coup attaqués par la créature alors qu'ils sont pris dans la circulation sur la route principale. Terrifiée, elle appuie sur l'accélérateur et fait demi-tour pour sortir de là. Mais elle est obligée de faire marche arrière quand un bus fou, attaqué par une autre créature, arrive sur elle à toute allure. Ce qui lui fait percuter le seul feu de signalisation de la ville. Regan se met à courir vers eux quand elle voit ça. Mais Lee l'attrape rapidement et il se réfugie dans un restaurant avec une douzaine d'autres survivants. Tandis que la créature continue de déchiqueter les gens se trouvant dans les rues à l'extérieur. Tout le monde devient silencieux quand il voit la créature les chercher à travers les baies vitrées. Mais quelqu'un a oublié de mettre son téléphone en mode silencieux. Et au moment même où il sonne, la créature plonge à travers la fenêtre, déchiquetant tout le monde sur son passage. Et Lee et Regan se précipitent par la porte arrière. Ils arrivent dans la rue alors que la créature les suit de près. Et ils courent vers la voiture de patrouille renversée derrière laquelle se cache le reste de leur famille. Saisissant son fusil, l'officier blessé ouvre le feu sur la créature tandis que Lee et Regan plongent hors du chemin. Il la touche à plusieurs reprises, mais ça ne sert à rien, parce que la créature tue brutalement l'officier à quelques mètres d'eux. Ok, ces extraterrestres doivent vraiment détester le baseball. Tu parles d'une journée difficile. 1 minute, vous êtes avec votre famille en train de profiter d'une belle après-midi au parc, et la minute d'après, vous devez fuir une armée de super prédateurs extraterrestres qui peuvent arracher le côté d'un bus comme on déchirerait une feuille de PQ. Lee et sa famille vont avoir du pain sur la planche pour tenter de survivre. Tout d'abord, je pense que nous devrions essayer de mieux comprendre ce à quoi nous sommes confrontés. Ces créatures terrifiantes, officiellement connues sous le nom de Death Angels ou Anges de la Mort, sont originaires d'une planète sans lumière naturelle, ce qui explique qu'elles aient développé une ouïe extrêmement sensible mais n'aient jamais eu la capacité de voir. Quand leur planète a été détruite pour une raison qu'on ignore, ils ont parcouru l'espace avec les débris qui en restaient jusqu'à ce qu'ils atterrissent en catastrophe sur la Terre. Et ça, les gars, c'était vraiment pas un bon jour pour eux. Bien qu'il ne s'agisse pas d'estimation, on peut estimer qu'ils mesurent environ 2,5 mètres quand ils sont debout. Et ça, c'est juste en se basant sur la fin du dernier film. Ils pèsent plus de 180 kilos, ce qui les rend particulièrement redoutables, avant même de prendre en compte leur armure naturelle, qui les rend presque impossibles à blesser avec une quelconque forme d'arme conventionnelle. Fusils de chasse, missiles, feu, guerre biologique, l'humanité a tout essayé, mais rien n'a fonctionné. La faible gravité de la Terre par rapport à leur planète d'origine leur confère également une force et une vitesse incroyables. Comme certaines espèces déjà présentes sur Terre, ces créatures ont évolué pour utiliser l'écolocalisation, une stratégie développée par les chauves-souris, les dauphins et certaines baleines, qui consiste à émettre des ondes sonores à haute fréquence et à interpréter les échos renvoyés par les objets afin de localiser les proies ou de percevoir l'environnement dans lequel elles se trouvent. Nous pouvons voir ce phénomène se produire quand Lee et Regan se cachent dans le restaurant, parce que la créature émet un cliquetis en les cherchant. Cette ouïe ultra sensible est aussi leur plus grande faiblesse. Jusqu'à présent, nous avons vu que les créatures se précipitaient littéralement à l'aveugle sur toute source sonore, ce qui veut dire que le bruit pourrait être utilisé pour les attirer dans un piège mortel. Bien sûr, nous savons déjà que la clé pour abattre une de ces créatures est de l'amener à exposer les parties molles à l'intérieur de son crâne blindé, en émettant un son extrêmement aigu. Mais Lee n'en a pas encore la moindre idée à ce moment-là. Et même si c'était le cas, c'est pas comme s'il pouvait créer quelque chose sur place tout en évitant de voir sa femme et toute sa famille se faire tailler en pièces devant lui. Il n'a aucun moyen de se défendre pour le moment. Mais si Lee sait une chose, c'est que s'il faut courir, il vaut mieux être le premier de la foule à le faire.
C'est Jim de The Office, les gars! Leur unique option, c'est d'utiliser les autres piétons comme bouclier de viande jusqu'à ce qu'ils trouvent un bon endroit pour se cacher ou qu'ils parviennent à s'éloigner à une distance sûre. Le problème avec le fait de se cacher, c'est qu'ils ne savent pas comment les créatures se repèrent, ni même quand ou si elles partiront un jour. Lee a probablement l'impression qu'elle chasse au son d'après ce qui s'est passé au restaurant, mais il ne sait pas encore si ces créatures peuvent vous trouver grâce à votre odeur, à l'électroperception ou à un autre sens qui n'existerait même pas ici sur Terre. En ce qui concerne leur réaction, Lee et Evelyn ont géré les choses aussi bien qu'ils le pouvaient, étant donné le chaos absolu qui régnait dans ces circonstances. Il aurait peut-être mieux valu qu'ils restent tous ensemble dans la voiture d'Evelyn, parce que le pick-up de Lee n'était manifestement pas très fiable. Mais il n'y a vraiment rien d'autre que l'un d'entre eux aurait pu faire mieux en ayant si peu de temps pour se préparer. À un moment donné, on a eu l'impression qu'Evelyn aurait pu faire un virage à gauche ou virer rapidement à droite pour éviter le bus qui arrivait, au lieu d'essayer de faire marche arrière. Mais il est difficile de dire comment on réagirait face à une pression aussi extrême. La vérité, c'est qu'ils ont eu beaucoup de chance de s'en sortir indemnes. Mais la chance n'est pas la seule chose qui soit de leur côté. On a affaire à une famille de survivants. Et au cours des prochains mois, ils s'en sortiront plutôt bien, tout bien considéré. Jusqu'à ce qu'une nuit, tout bascule. Quand on reverra la famille, on sera 474 jours plus tard, et le monde tel que nous le connaissions n'existera plus. Evelyn, Regan, Marcus et le nouveau-né de la famille ont survécu de justesse à une rencontre avec les créatures dans la ferme isolée où ils se cachaient. Lee a dû se sacrifier pendant l'attaque pour protéger les autres, et Bo a été tué par les créatures plusieurs mois auparavant. Evelyn entre dans leur grange inondée pour récupérer un caisson qu'ils ont transformé en berceau de fortune pour le bébé qu'ils utilisent pour le faire taire quand il pleure, ainsi qu'un masque à oxygène. Au même moment, Regan retourne au sous-sol où elle met rapidement au point un dispositif qu'elle peut utiliser pour amplifier le signal créé par son implant cochléaire. La seule méthode fiable qu'ils ont trouvée pour amener les créatures à exposer leurs points faibles. Elle étudie aussi une carte sur laquelle son père a travaillé pour repérer toute poche de civilisation potentielle qui pourrait encore exister. Plus tard dans la soirée, Regan grimpe au sommet du silo à grains et allume un feu de signalisation, comme son père l'avait fait de nombreuses nuits dans le passé. Elle aperçoit avec surprise un autre feu qui brûle au-dessus des montagnes quelque part au sud-est. Et ça correspond exactement à un point de la carte que son père avait marqué, mais qu'il n'avait pas encore eu l'occasion d'explorer. Le matin, la famille se met en route à travers la campagne en direction de la source du feu de signalisation, pour la première fois depuis plus d'1 an. Ce voyage semble être leur seul espoir de retrouver une vie normale, mais ce qu'ils ne réalisent pas, c'est qu'ils sont sur le point de tomber dans un piège mortel. Ok, cette famille va avoir un long chemin à parcourir, et la première chose à faire, c'est de s'assurer qu'elle est bien préparée. Non seulement par rapport aux créatures, mais aussi par rapport à tout ce qu'elle pourrait rencontrer en cours de route. Personnellement, je voudrais me procurer des chaussures de marche. Je comprends pourquoi ils veulent être pieds nus ou plus silencieux, mais si nous sommes sur le point de marcher sur une longue distance, ça pourrait rapidement devenir un problème. Après tout, la dernière chose dont on a envie, c'est de se retrouver avec une infection du pied pendant qu'une armée de machines de la mort à 4 pattes essaie de nous traquer. Pour rendre leurs chaussures plus silencieuses, ils pourraient simplement essayer de fixer quelques couches de matériaux amortissants sous leur semelle extérieure. Je ferai également en sorte de tester l'utilisation de la chaussure à la maison avant qu'ils ne partent, juste pour m'assurer que tout va bien. Quand ils arriveront sur place, au lieu d'entrer directement, je leur suggérerais d'essayer d'observer attentivement l'endroit à bonne distance pendant un certain temps sans être découverts, afin d'en apprendre plus sur la personne qui vit là et de décider s'il s'agit de quelqu'un en qui ils peuvent avoir confiance. Cette personne pourrait bien chercher à vous attirer pour obtenir des provisions faciles ou même pire. Il vaut donc mieux être très prudent. Il faut également se demander si on préfère se déplacer de jour ou de nuit. D'une part, voyager de nuit peut vous rendre plus difficile à détecter par les pillards, mais voyager de jour vous rend plus difficile à détecter pour les monstres en raison de leur sensibilité naturelle à la lumière. Avant même de décider de partir, ils doivent se demander s'ils ne feraient pas mieux de rester à la ferme. Ils ont mis au point un excellent système pour faire face aux menaces, personne ne sait où ils sont et ils ont beaucoup de terre pour cultiver leur propre nourriture. De sorte qu'il serait certainement possible pour la famille de subvenir à ses besoins ici en toute sécurité pour un petit moment encore. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Et nous n'avons même pas encore parlé des créatures. Nous avons vu que ces choses peuvent se rapprocher rapidement et vous attaquer sous n'importe quel angle. Nous savons également que la biologie de ces créatures semble avoir un effet sur les composants électriques quand elles sont présentes. Ça veut dire qu'il pourrait être avantageux de voyager avec une lampe ou un autre petit appareil électronique qui ne produit aucun son. Vous pourrez ainsi détecter la présence de ces créatures dans les environs sans révéler votre propre position. En définitive, il y a de fortes chances que ce voyage se révèle beaucoup plus difficile que ce qu'ils avaient prévu. Mais espérons que ce qu'ils trouveront là-bas en vaut la peine. Le chemin les mène finalement à une ancienne fonderie abandonnée. Et le seul moyen d'entrer dans l'installation est un petit trou dans le grillage à mailles croisées. Evelyn passe la première, nerveusement, et elle fait un petit bruit quand son sac à dos se coince dans le grillage.
Pour l'instant, ils semblent encore en sécurité. Mais alors qu'elle se retourne pour surveiller les enfants, Evelyn active accidentellement un piège à fil déclencheur qui fait tomber une grappe de bouteilles en verre bruyante. Et c'est alors que l'enfer se déchaîne. Terrifiée, la famille se met à courir pour sauver sa vie, s'enfonçant dans la propriété, sans se douter que quelqu'un surveille leurs moindres faits et gestes à travers la lunette de visée longue portée d'un fusil de chasse. Marcus se retrouve à l'avant du groupe, mais ils sont tellement concentrés sur leur fuite devant les créatures qu'il met le pied droit dans un piège à ours rouillé qui lui traverse la cheville et le fait hurler de douleur à plein poumon. Regan place un masque à oxygène sur le visage du bébé en pleurs et ferme le couvercle du caisson pour étouffer ses cris, tandis que sa mère dégage Marcus du piège. Elles parviennent à libérer son pied juste à temps, mais tout ce bruit a attiré une des créatures qui se dirige droit sur eux. Regan sait exactement ce qu'il faut faire. Grâce à son ampli, elle augmente l'effet de son implant cochléaire, ce qui étourdit la créature et la force à ouvrir sa tête blindée. Et Evelyn parvient à l'achever avec un seul coup de feu bien placé. La famille se précipite alors dans le bâtiment aussi vite que possible, et elle tombe tout à coup sur un survivant isolé dont le visage est recouvert. N'ayant pas le temps de donner des instructions, ils suivent l'homme qui les conduit de plus en plus profondément dans le bâtiment. Mais les créatures les suivent déjà de près. À la dernière seconde, ils plongent dans un conduit effondré qui débouche sur un trou dans le sol et sur un bunker souterrain secret. À l'intérieur, ils les précipitent dans un grand four en acier et ferment la trappe derrière eux, laissant une serviette sur le loquet pour s'assurer qu'ils ne seront pas piégés. Il est clair qu'il a réfléchi à tout ça à l'avance. Et c'est une bonne nouvelle pour la famille, mais il n'y a toujours aucun moyen de savoir s'ils peuvent lui faire confiance. L'homme leur dit immédiatement qu'il n'a pas assez de nourriture et d'eau pour tout le monde, et qu'ils devront partir dès demain matin. Evelyn finit par découvrir la véritable identité de l'homme. Il s'agit d'Emmett, leur ancien voisin d'avant la catastrophe. Elle ouvre alors le caisson et lui montre le nourrisson pour s'attirer sa sympathie. Pour l'instant, ça semble fonctionner, mais il est clair qu'Emmett n'a pas encore décidé jusqu'à quel point il est prêt à les aider. Ok, bon, ça s'est pas passé comme prévu. Au moins, ils ont trouvé un endroit plutôt bien pour s'abriter. Mais le problème, c'est qu'Emmett n'est pas prêt à les laisser rester. Alors il va falloir réfléchir à un compromis qui conviendra à tout le monde. Si c'était moi, j'essaierais de le convaincre de nous laisser rester en lui faisant remarquer que nous avons plusieurs mains et que ça faciliterait les tâches de survie de base, comme rassembler des provisions ou commencer un jardin pour qu'ils puissent cultiver leur propre nourriture et devenir plus autosuffisants. Après tout, en étant seul, Emmett ne fait que survivre pour survivre. Mais il pourrait vraiment bénéficier d'un sentiment d'appartenance à une communauté. En plus, il a plus d'armes, et ils ont le dispositif qui leur permet de porter des coups critiques aux créatures. Maintenant, vous pourriez argumenter que Marcus aurait dû faire plus attention où il mettait les pieds, surtout après le premier piège. Mais pour être honnête, c'est impossible quand vous êtes déjà en train de courir pour sauver votre vie. Ils l'ont peut-être mis à l'abri, mais le pauvre garçon n'est pas encore en sécurité. En fait, il est loin de l'être. La douleur intense pourrait facilement le mettre en état de choc, ce qui entraînerait une chute soudaine de la pression artérielle et une réduction de la circulation sanguine vers les organes vitaux, entraînant ainsi sa mort. Il y a également un risque important que la plaine s'infecte, ce qui entraînerait des complications telles que le tétanos ou la cellulite. Autant d'éléments qui pourraient être fatals en pleine apocalypse. Il devrait se procurer des bandages, des antiseptiques comme l'iode ou l'eau oxygénée, des médicaments comme des antibiotiques et des analgésiques de type acétaminophène, ibuprofène et ce genre de trucs. Pendant que nous sommes ici, je voudrais aussi voir si je peux trouver quelque chose pour augmenter la puissance de l'attaque des ultrasons par rétroaction. Parce que plus elle sera forte, plus elle sera efficace. Et au moins, il pourrait convaincre Emmett de les laisser rester jusqu'à ce que la jambe de Marcus soit guérie. Puisque c'est son piège à ours qui a causé tout ça d'abord. Mais il ne leur doit rien techniquement juste parce qu'ils ont été voisins un jour. Ce serait dommage d'avoir fait tout ce chemin pour ensuite faire demi-tour. Mais une fois Marcus remis sur pied, il semble que la chose la plus sûre à faire soit de suivre le conseil d'Emmett et de retourner dans la maison qu'ils connaissent. Où ils pourront planter un jardin, faire profil bas et essayer d'attendre que tout s'arrange. Alors que Marcus est allongé sur un lit de camp, se remettant de ses blessures, Emmett révèle qu'il a perdu ses propres fils le jour même de l'arrivée des extraterrestres, et que sa femme Nora est décédée d'une maladie inconnue il y a 11 semaines, le laissant complètement seul, bien qu'il ait fait tout ce qu'il pouvait pour garder sa famille en sécurité. Bouleversée, Evelyn lui demande s'il a vu le feu de signalisation de Lee tous les soirs, et Emmett admet que oui, mais qu'il n'a jamais pensé à venir les aider. Il les prévient que le reste du monde n'est plus aussi sûr qu'avant, et ce n'est pas seulement à cause des créatures. Les gens qui restent sont pratiquement devenus des monstres eux-mêmes. Et pour Emmett, il n'y a aucun espoir que les choses redeviennent ce qu'elles étaient. Tout à coup, Marcus se redresse sur son lit, l'air choqué. Pour une raison qu'on ignore, la radio a capté de la musique. Une diffusion en boucle de la chanson Beyond the Sea. Emmett est le seul à ne pas être surpris parce qu'il l'entend tous les soirs depuis 4 mois. Quand Regan demande pourquoi son père ne l'a jamais entendu, Emmett explique que c'est parce que leur maison se trouve au fin fond d'une vallée.
Les enfants se demandent immédiatement si ça veut dire qu'il y a d'autres survivants. Mais Emmett précise encore une fois qu'il n'y a personne là dehors qu'ils voudraient rencontrer. Et il rappelle à la famille qu'ils devront partir demain à la première heure. Cette nuit-là, alors que tout le monde dort, Regan réveille son frère et l'emmène discrètement dans le sas pour qu'il puisse parler sans que les autres ne les entendent. Elle a longuement réfléchi et elle est maintenant convaincue que Beyond the Sea n'est pas seulement une chanson, c'est un message. Grâce aux cartes de son père et à un manuel sur les fréquences radio, elle a pu déterminer que le signal provenait d'une station située sur un groupe d'îles au large de la côte, ce qui donne un tout nouveau sens à leur choix de chanson. Regan explique à son frère que si elle suit la voie ferrée, il ne lui faudra qu'une journée de marche pour atteindre un quai avec des bateaux. De là, elle prévoit de prendre un bateau et de se rendre sur l'île et d'aider ceux qu'elle y trouvera. Mieux encore, en rejoignant la station, elle pourra diffuser les signaux de son implant cochléaire, ce qui permettra à tous ceux qui ont accès à une radio de repousser les créatures et peut-être de sauver le monde par la même occasion. Marcus supplie sa sœur de ne pas y aller, mais Regan insiste sur le fait qu'elle doit essayer. Et à la fin, il n'arrive pas à la convaincre. Les enfants retournent au lit. Mais quand tout le monde se réveille quelques heures plus tard, Regan est déjà partie. Et elle a laissé un mot sur la radio qui dit seulement « Continuez à écouter ». Au matin, Evelyn apprend par Marcus où est allée la jeune fille. Et elle supplie Emmett d'aller la chercher avant qu'elle ne soit blessée. Il hésite d'abord. Mais comme il n'a plus de famille à protéger, il finit par accepter de les aider une fois de plus. Ok, c'est en fait une excellente idée. Mais il n'y avait pas besoin que Regan se sauve en douce pour ça. Tout le monde sait qu'ils ne peuvent pas rester ici à la fonderie pour toujours. Alors pourquoi ne pas simplement expliquer son plan à sa mère et se lancer tous ensemble quand le moment sera venu, hein? Peut-être même qu'ils auraient pu convaincre Emmett de se joindre à eux pour le voyage. Parce que tenter de trouver d'autres survivants serait toujours mieux que de pourrir seul ici jusqu'à ce que ses réserves finissent par s'épuiser. Il n'aurait qu'à attendre que Marcus soit à nouveau capable de marcher seul. Et une fois qu'il serait prêt, ils pourraient tous tenter l'expérience en famille au lieu que Regan se lance seul dans l'aventure. Après tout, Evelyn est une survivante éprouvée dont les connaissances et les compétences pourraient être très utiles dans la nature. Et Regan ne devrait que trop bien se souvenir de ce qui s'est passé la dernière fois que tout le monde a décidé de se séparer. Malheureusement, il semblerait qu'Emmett soit obligé de partir à sa recherche tout seul, et il va devoir s'assurer d'être prêt à affronter ce qu'il risque de rencontrer sur son chemin. S'il a la chance de trouver Regan encore en vie, il devra tant bien que mal la convaincre de revenir avec lui. En gardant ça à l'esprit, j'apporterai un mot manuscrit de sa mère pour la faire changer d'avis, parce que ça aurait plus de poids que quelqu'un qu'elle connaît à peine et qui exige qu'elle l'écoute juste parce que c'est un adulte. Emmett est désormais au courant de la faiblesse de la créature à l'égard des sons de rétroaction aiguë. J'essaierai donc de trouver un moyen de m'équiper d'une version de ce système avant de partir. Il s'avère que sa radio portable pourrait bien être l'outil dont il a besoin. Emmett pourrait alors manipuler le récepteur ou l'antenne pour se rapprocher le plus possible du haut-parleur. Le son du haut-parleur devrait être capté par le récepteur, créant ainsi une source de rétroaction. Et si ça marche bien, il pourrait l'utiliser de la même manière que Regan utilise son implant cochléaire pour faire face à toutes les créatures qu'il pourrait rencontrer. Je ne serais pas sûre à 100% de miser ma vie là-dessus, tant que son efficacité n'aura pas été prouvée. Mais ça pourrait être un outil utile s'il se retrouvait un jour dans une situation délicate. Une fois qu'il aura trouvé Regan, ils devront évidemment retourner au refuge. Et une fois que tout le monde sera en sécurité, les adultes devraient alors vraiment l'écouter à propos de ce plan. Ça semble vraiment être leur meilleure option dans l'immédiat. Et ils s'en sortiront tous mieux s'ils travaillent en équipe. Bien que voyager dans une zone post-apocalyptique avec une femme, 2 enfants et un bébé bruyant ne soit pas exactement une équipe idéale. Je comprendrais qu'Emmett décide de les rejeter. Pendant ce temps, Regan se promène seule jusqu'à la gare la plus proche en suivant les rails jusqu'à ce qu'elle découvre un train abandonné. En fouillant l'intérieur, elle trouve une trousse de secours intacte accrochée au mur au-dessus du siège du conducteur. Mais alors qu'elle se penche pour l'attraper, elle renverse accidentellement un cadavre, ce qui la fait pousser un cri involontaire et la fait reculer d'un bond. Le bruit attire immédiatement une des créatures, et Regan utilise rapidement la rétroaction de son implant pour l'étourdir tout en stabilisant le fusil sur son genou. Elle tire une cartouche directement sur la tête de la créature, mais ce n'est qu'un coup d'épée dans l'eau. Et le monstre commence à se rapprocher, plus en colère maintenant qu'il ne l'a jamais été. N'ayant pas la force de charger une autre cartouche, Regan ne peut que se recroqueviller contre la paroi. Mais juste quand elle pense qu'elle est foutue, un deuxième coup de feu retentit, finissant le travail et lui sauvant la vie juste à temps. C'est Emmett, et ils se réfugient tous les deux dans la gare voisine, se cachant derrière le bureau alors que d'autres créatures commencent à fouiller la zone. Il explique rapidement à la jeune fille qu'il la ramènera à la cachette dès que la voie sera libre. Mais Regan insiste pour qu'il l'aide dans son plan au lieu de ça. Et elle finit par le convaincre en lui faisant remarquer que c'est là une occasion pour lui de sauver les autres alors qu'il n'a pas pu aider sa propre famille. De retour à la gare de triage de la fonderie, Evelyn et ses 2 enfants sont bien installés dans l'abri avec le matériel d'Emmett, alors que lui est à l'extérieur en train de risquer sa vie pour sauver sa fille. Mais elle sait que cette situation ne pourra pas durer éternellement. Leur seule bouteille d'oxygène est sur le point de s'épuiser, et Marcus a grand besoin de matériel médical pour se remettre de ses blessures.
Le lendemain, Evelyn sort prudemment de l'abri pour se rendre en ville. Avant qu'elle ne puisse s'éclipser, Marcus sort de la trappe pour la confronter. Et il la supplie de ne pas les abandonner, lui et le bébé. Mais sa mère lui promet qu'elle reviendra dès qu'elle aura trouvé ce dont ils ont besoin. À la gare, Regan se réveille tout à coup et se rend compte qu'Emmett et ses affaires sont introuvables. Le cœur brisé, elle erre à l'extérieur et s'effondre dans la poussière. Mais à ce moment-là, Emmett revient avec tout son matériel. Et il lui annonce en chuchotant qu'il a trouvé un bateau. Il s'engage sur un chemin de terre qui les mène à un pont tout proche. De là, ils peuvent voir un quai rempli de bateaux quelques kilomètres plus loin sur la côte, et l'île avec la tour radio à peine plus loin. Il semblerait qu'ils puissent y arriver finalement. Mais comme l'a dit Emmett, il n'y a pas que les créatures qui soient dangereuses ici, et ils sont sur le point de découvrir à quel point il a raison. Ok, c'est une bonne nouvelle. Ils ont enfin trouvé un moyen de se rendre sur l'île, mais ils sont sur le point de faire une énorme erreur. Je sais qu'ils sont excités, mais ils devraient vraiment retourner sur leur pas et se regrouper avec le reste de la famille avant de prendre le bateau. Ou alors, Emmett devrait ramener Regan à sa famille puis repartir en éclaireur sur l'île. Tout comme son propre feu de signalisation était un piège pour attirer les survivants sans méfiance, le message à la radio pourrait bien en être un aussi. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils vont trouver là-bas. Il pourrait y avoir des pillards, ou l'endroit pourrait déjà être envahi par les créatures. Et dans tous les cas, les chances que ça tourne mal sont bien plus grandes que les chances que ça se passe bien. Tout bien considéré, il vaudrait mieux qu'il ramène la jeune fille à sa mère, qu'il lui explique le plan et pourquoi il pense que c'est une bonne idée, et qu'ils décident ensuite en groupe de ce qu'ils vont faire, au lieu de se précipiter. Après tout, ils ont littéralement tout le temps du monde, et ils devront de toute façon revenir en arrière pour la famille s'ils parviennent à trouver une communauté sûre. Il vaut donc mieux prévenir que guérir quand on peut éviter le danger. En revenant vers la ville, Evelyn s'arrête sur le pont où son plus jeune fils Beau a été tué par une des créatures il y a quelques mois, et elle ajoute son alliance sur son mémorial avant de poursuivre son chemin. Elle arrive à la pharmacie sans problème, et bien que l'endroit semble avoir déjà été retourné, elle parvient à trouver le matériel médical dont elle a besoin pour Marcus, ainsi que 2 bouteilles d'oxygène pleines dans l'arrière-boutique. Jusqu'ici, tout va bien. Mais le soleil est déjà bien bas dans le ciel, et elle ne se doute pas que la situation à la gare de triage de la fonderie est sur le point de s'aggraver. Ennuyé, affamé et inquiet pour sa famille, Marcus décide d'aller faire un tour à la gare, et il place le bébé dans le caisson. Il sort par l'écoutille et commence à explorer le bâtiment, sans s'apercevoir que la réserve d'air du nouveau-né est déjà très faible. Ses recherches le conduisent à monter les escaliers et à traverser d'autres pièces piégées par Emmett, jusqu'à ce qu'il parvienne à une zone qui a été isolée par des rideaux de douche. Quand il jette un coup d'œil à l'intérieur, il découvre le corps en décomposition de la femme d'Emmett et renverse plusieurs objets avant de s'écraser bruyamment sur le sol. Sachant qu'il vient de griller sa couverture, Marcus retourne à la cachette aussi vite qu'il le peut. Mais une des créatures le remarque et commence à essayer de pénétrer à l'intérieur. Saisissant le bébé et leur radio, il grimpe dans le four et verrouille la trappe juste au moment où la créature passe à travers. Mais il y a un problème. Il a oublié de bloquer la poignée, les laissant lui et le bébé coincés à l'intérieur avec une quantité limitée d'oxygène pour les maintenir en vie. Ok. Non mais Marcus, qu'est-ce qui t'a pris, mon garçon? Est-ce que la perte de ton frère et de ton père la même année n'était pas déjà assez difficile à gérer pour le reste de ta famille? Il a fallu que tu ailles explorer cette planque rouillée et mortelle. Pour quelle raison exactement? Parce que tu t'ennuyais? Eh bien, je pense pas que j'annonce quoi que ce soit de nouveau. Mais Marcus, tu as merdé, pote. Ce gamin n'avait qu'une seule mission, rester avec le bébé et attendre. Il y a Emmett qui risque sa vie pour sauver sa sœur, sa mère qui va chercher des approvisionnements pour lui et son petit frère, et pendant ce temps, Marcus avait un endroit sûr où se cacher avec tout ce dont il avait besoin à portée de main pour passer la journée. Franchement, il faut presque chercher à tout foutre en l'air pour arriver à un résultat pareil. S'il avait attendu quelques heures de plus, Evelyn serait rentrée à la maison avec le matériel dont elle avait besoin, sans incident et en toute sécurité. Mais non seulement Marcus a entièrement fait exploser leur seule planque, mais il est aussi sur le point de les étouffer accidentellement, lui et son frère. Il aurait été pratiquement impossible pour lui de faire pire que ça, alors qu'il avait de toute évidence la mission la plus facile de tout le monde. Donc ça, c'est tout simplement gênant, mon pote. Maintenant, je ne veux pas être trop dur avec le gamin parce que je sais que nous prenons tous parfois de mauvaises décisions, surtout sous la pression. Mais quelqu'un va devoir lui parler des conséquences de ses actes s'ils parviennent à survivre à tout ça. Parce que Marcus, t'as merdé, mon pote. La nuit est déjà tombée quand Emmett et Regan arrivent enfin sur les quais, et ils avancent prudemment jusqu'à ce qu'ils trouvent un bateau qui a l'air de convenir pour le voyage. Emmett se penche pour détacher les amarres quand tout à coup, du coin de l'œil, il aperçoit une silhouette humaine qui passe furtivement. Inquiet, Emmett brandit son fusil et se met à la recherche de l'invité indésirable, suivi de près par Regan. C'est alors qu'il aperçoit la source de cette agitation, une petite fille à l'air désemparée. Mais quand il se penche pour la réconforter, elle lui passe instantanément une corde autour du cou et l'attache à un filet de pêche piégé par des dizaines de cloches stridentes.
Tout à coup, ils sont complètement encerclés par un groupe de pillards mal fagotés qui sont 5 fois plus nombreux qu'Emmett et Regan. Emmett tente de les raisonner, mais les inconnus ne lui répondent que par un regard vide et sans pitié. Il devient alors évident qu'il s'agit du genre de personne dont il a essayé de mettre la famille en garde la nuit précédente. Emmett n'étant pas en mesure de se défendre, les pillards commencent à emmener Regan. C'est alors qu'il a une idée, et il fait signe à la jeune fille de plonger dans l'eau. Emmett se précipite sur le pillard le plus proche et les enserre tous les deux avec un filet rempli de clochettes. En entendant ça, plusieurs aliens déferlent instantanément sur les quais, anéantissant brutalement tous ceux qui sont trop lents pour s'écarter du chemin. Emmett s'empare ensuite du chef, le traîne jusqu'à un poteau et le poignarde dans la jambe. Il utilise alors l'homme comme bouclier de viande et saute dans l'eau alors qu'une des créatures l'achève. Une fois Emmett dans l'eau, une des créatures s'élance vers lui depuis un bateau voisin. Mais comme par chance, ils viennent de trouver un autre point faible. Ils la voient se débattre pour essayer en vain de regagner la terre ferme. Regan le tire sur un petit canot et ils poursuivent leur route en naviguant vers l'île, espérant que ce qu'ils y trouveront vaudra les efforts du voyage. De retour au bunker, Marcus commence à paniquer alors que lui et le bébé commencent à manquer d'oxygène. Et il se rend compte qu'il les a enfermés tous les deux à l'intérieur. De retour de son périple, Evelyn entend l'agitation et se précipite à l'intérieur, essayant désespérément de les sauver avant qu'il ne soit trop tard. Réfléchissant rapidement, elle place une des bouteilles d'oxygène dans une flaque d'essence et elle tire un coup de feu en l'air pour détourner l'attention de la créature de ses enfants. Attendant le bon moment, elle tire un autre coup de feu dans la bouteille elle-même, provoquant une explosion qui engloutit la créature dans une énorme boule de feu. Mais ce n'est pas suffisant. Heureusement, la fumée déclenche les sprinklers du bâtiment, ce qui lui permet de contourner la créature et de descendre dans la cachette, tandis que l'eau qui tombe masque le bruit de ses pas. Evelyn parvient à la trappe et grimpe à l'intérieur avec la bouteille d'oxygène, ranimant Marcus juste à temps. Mais la créature les suit à l'intérieur du bunker, l'obligeant à refermer les coutilles. Cette fois, elle s'est souvenue de ne pas les enfermer à l'intérieur, mais ils ne pourront aller nulle part avant que la créature ne quitte les lieux. Quelques heures plus tard, Emmett et Regan arrivent enfin sur l'île, et à leur grande surprise, ils y trouvent une communauté entière de personnes vivant paisiblement, comme si l'apocalypse n'avait jamais eu lieu. Les survivants les accueillent à bras ouverts, expliquant qu'ils sont là depuis le premier jour de l'invasion et que Regan avait raison depuis le début. La chanson était effectivement un message. Alors que le soleil commence à se lever, Emmett se rend sur la plage, submergé par les souvenirs de sa famille. Il semble qu'il soit enfin en sécurité, mais à ce moment-là, il remarque quelque chose d'horrible. Un des bateaux du quai a dérivé et s'est également échoué sur l'île, ce qui veut dire qu'une des créatures pourrait s'y trouver aussi. Terrifié, Emmett se précipite immédiatement vers la ville, leur criant de rentrer à l'intérieur juste au moment où la créature débarque et commence à transformer cette matinée paisible en un véritable massacre. Après s'être assuré que les enfants sont en sécurité, Emmett, Regan et le chef de la communauté sautent dans sa voiture et klaxonnent en accélérant sur la route pour tenter d'éloigner la créature. Ok, c'est probablement une décision discutable d'amener Regan dans la voiture utilisée pour distraire la créature. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'ils savent qu'il n'y a qu'une seule de ces créatures sur l'île. S'ils trouvent un moyen de l'éliminer, ils n'auront plus à faire face à d'autres menaces, du moins pendant un certain temps. Les haut-parleurs du tourne-disque avec lequel les enfants jouaient avant l'attaque auraient pu servir à amplifier le son de l'implant cochléaire de Regan. Mais ils auraient eu besoin d'une arme pour finir le travail. Et il semble qu'Emmett ait perdu son fusil pendant la bagarre sur les docks. Je suis sûre qu'ils auraient pu trouver quelque chose dans la maison qui aurait pu faire l'affaire. Mais ça aurait aussi mis les jeunes enfants qui se cachaient à proximité dans une mauvaise position si le plan n'avait pas fonctionné. Ils vont devoir gérer les choses au fur et à mesure pour le moment. Mais une fois qu'ils se seront débarrassés de la créature, ils devront également s'assurer qu'ils ont un plan en place pour le cas où ça se reproduirait. Ça va demander beaucoup de travail, mais peut-être que les survivants pourraient installer des haut-parleurs autour du périmètre de la communauté pour diffuser instantanément le signal, ce qui étourdirait les créatures et leur ouvrirait la voie à une contre-attaque. Cet endroit semble être leur meilleure chance de retrouver une vie normale. Donc une fois le combat terminé, leur prochaine priorité devrait être de s'assurer qu'ils ont un moyen de garder l'île à l'abri des créatures et des groupes d'humains malveillants. Le plan fonctionne, et la créature continue de les attaquer et de déchiqueter la voiture, jusqu'à ce qu'ils atteignent enfin la station de radio de l'île et s'abritent dans le garage. L'homme hésite un instant, inquiet à l'idée d'avoir perdu la créature en chemin. Mais ses inquiétudes sont dissipées quand l'extraterrestre passe le bras sous la porte du garage et l'entraîne vers la mort, tandis qu'Emmett et Regan se replient à l'intérieur du bâtiment. Alors que la créature traverse le bâtiment à leur recherche, Regan aperçoit l'équipement de diffusion de la station et se souvient de son plan. Ils se déplacent furtivement jusqu'à ce qu'ils arrivent devant une fenêtre coulissante qui leur permettrait de pénétrer dans la cabine de diffusion. Avec l'aide d'Emmett, Regan grimpe discrètement par-dessus le bureau et pénètre à l'intérieur. Mais quand elle ouvre la porte suivante, les gonds grincent bruyamment, alertant la créature de sa position exacte.
Voyant le danger, Emmett plonge et ferme la porte derrière elle, se plaçant entre Regan et le monstre pour lui faire gagner du temps. Au bunker, estimant qu'il s'est écoulé suffisamment de temps, Evelyn ouvre prudemment l'abri et sort discrètement pour prendre ses provisions. Mais la créature attendait tranquillement dans l'ombre, et elle s'élance sur elle dès qu'elle a le dos tourné. Elle parvient à rentrer dans l'abri à la dernière seconde, mais n'est pas assez rapide pour fermer l'écoutille. Et maintenant, la créature est à 2 doigts de tous les tuer. À ce moment-là, Regan allume la radio et approche son implant cochléaire du micro, créant ainsi un puissant effet de rétroaction qui perturbe l'ouïe ultra-sensible de la créature, la forçant à battre en retraite. Au même moment, son frère allume sa propre radio, et il parvient à utiliser la même fréquence pour déstabiliser la créature qui tentait de les tuer. Alors que Marcus utilise le revolver de sa mère pour sauver sa famille, Regan enfonce un bâton métallique tranchant dans le cerveau exposé de son agresseur, l'abattant d'un seul coup et sauvant ainsi la vie d'Emmett. Il dispose enfin d'un moyen fiable pour lutter contre les créatures, et d'un endroit sûr pour vivre. Mais ils devront d'abord faire venir le reste de la famille sur l'île, et le chemin est encore long. Bordel les amis! Le monde est devenu un endroit sacrément pourri avec ces choses qui courent partout, et je voudrais pas en faire partie. Mais vous savez quoi? I'm a survivor. Alors, j'aurais juste fait exploser cette saleté avant qu'elle n'atterrisse dans le parc. Mes enfants et moi, on aurait couru, mais sans apocalypse, sans mourir une seule fois. Terminé. Mais dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires ci-dessous. Merci beaucoup d'avoir regardé. Laissez un like, abonnez-vous et consultez la playlist de Comment Battre pour d'autres vidéos comme celle-ci. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo. Et d'ici là, passez une excellente journée!